Si on n'a pas compris que l'Organisation mondiale de la santé, c'est uniquement une affaire financière qui ne fait que mettre de l'argent dans la caisse de Big Pharma, il faut revoir sa copie. Il y a un agenda 2030 qui est l'agenda de l'ONU, qui clairement veut mettre en place un gouvernement mondial, une monnaie numérique, une banque centrale, une armée mondiale et une interdiction des drogues naturelles non synthétiques et de la médecine naturopathe. C'est vraiment la promotion de ces médicaments. On n'est pas en train de promouvoir la santé. Il n'y a que de la propagande, une pensée unique qui vise à orienter la décision du peuple dans une seule direction. Bonjour Madame Caillé. Bonjour Laetitia. Bonjour Madame Giacomoni. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de liberté individuelle et fondamentale. Depuis plusieurs années, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est au cœur des débats en raison de sa gestion des pandémies et de ses pouvoirs grandissants. Certains voient dans ces actions une tentative d'instaurer un contrôle mondial sur la santé publique, ce qui alimente des craintes, parfois extrêmes, des théories parfois surprenantes sur l'émergence d'un potentiel gouvernement mondial qui serait dirigé par des institutions internationales. On va voir ça avec vous aujourd'hui. Michel Caillé, vous êtes juriste de formation, juriste spécialisé en droit international. Madame Frédérique Giacomoni, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous allez nous aider toutes les deux à comprendre les implications des nouveaux règlements sanitaires et du traité pandémie récemment entré en vigueur et à mieux comprendre si les inquiétudes de certaines franges de la population sont justifiées ou non. On va commencer dans un premier temps avec vous, Madame Caillé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont ces fameux amendements au règlement sanitaire international de l'OMS? Pourquoi est-ce que ces changements font peur à un grand nombre de personnes? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est la façon dont ces amendements ont été adoptés le 1er juin 2024. Parce qu'il y a eu une manifestation ce jour-là, où d'ailleurs nous étions présents, et il y a eu des annonces qui ont été faites comme quoi, non, finalement, l'Assemblée mondiale de la santé s'était réunie, mais qu'il n'y avait pas eu de changement. Donc que les amendements n'avaient pas été pris. Je vous rappelle qu'il y avait 300 amendements prévus. Donc effectivement, les 300 n'ont pas été pris. Toutefois, il y a quand même eu des changements très importants. Je crois que ce qui a été retenu de la part du public, c'est que ces amendements n'étaient pas contraignants. Ça restait des recommandations. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance que ça soit des recommandations, que ce soit contraignant, puisqu'en fait, qui peut contraindre, qui peut amener la contrainte d'appliquer ces amendements, ce sont uniquement les États membres. C'est en aucun cas l'OMS. Donc ça ne change rien, qu'ils soient contraignants ou pas. Mais dans ces amendements, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la finance plus que de la santé. Donc ça, on va le développer par la suite. Mais j'aimerais quand même revenir sur une chose très importante, c'est la façon dont ces amendements ont été adoptés. Parce que là, déjà, on va se rendre compte très vite qu'il y a un problème de démocratique. On peut carrément dire démocratique. Déjà, les textes des amendements, normalement, auraient dû parvenir à tous les gouvernements. Donc, je vous rappelle qu'il y a 196 États qui font partie de l'OMS. Ils auraient dû parvenir aux États 4 mois avant cette assemblée du 1er juin. Donc, ça nous menait à fin janvier 2024. Fin janvier 2024, aucun texte n'était produit. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et ça a continué. La discussion a continué jusque, on va dire, une semaine avant, où là, on a commencé à avoir une idée des textes. On a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient choquantes, qui avaient été enlevées. Notamment, il y avait dans ces textes la suppression de la dignité humaine et des droits humains. Donc ça, heureusement, ça n'était plus dans les nouveaux textes. Mais il y avait d'autres choses. Il y a eu beaucoup de discussions pendant ce 1er juin, et puis à 19h, toujours rien le 1er juin, donc ça faisait une semaine qu'il y avait des délibérations sur ces amendements. Tout le monde s'est dit, enfin presque tout le monde s'est dit, c'est bon, le règlement sanitaire ne va pas changer. Et puis vers 21h, ils ont fait une annonce comme quoi, oui, il y avait eu un certain nombre d'amendements qui avaient été pris. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est la façon dont ça avait été voté. Normalement, lorsqu'il y a un vote des amendements, vous réunissez tous les États, tous les délégués des États, et puis il y a un vote. Alors ça peut être un vote électronique, ça peut être à main levée, mais enfin, il y a un vote qui se passe. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de vote. On a réuni un quorum, donc en quorum, on ne sait pas très bien combien de pays, combien d'États étaient là, et on a dit, tout le monde est d'accord, personne n'a dit non, alors c'est bon, c'est acté, les amendements
sont pris, sont acceptés. Donc, voilà, bon, déjà là, il y a un petit problème, c'est légèrement choquant quand même. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une fois que ces amendements ils sont pris par les délégués, que les délégués ont dit oui, même si c'est juste par consensus, il n'y a pas de procédure de ratification. Donc, ensuite, on ne peut pas dire oui, bon, bah, de toute façon, ça va retourner dans les parlements ou dans les gouvernements et il va y avoir quelqu'un de légitime des États qui va donner son aval. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est considéré comme admis. Donc, les amendements sont admis. Ils sont notifiés au pays, pas forcément aux gouvernants, déjà, donc ils sont peut-être même pas au courant que ces amendements sont pris. Et puis, il faut que ce soit le gouvernement du pays qui demande, qui rejette ces amendements si on ne veut pas y adhérer. Donc, si vous dites rien, ça veut dire qui ne dit rien consent. Sinon, il faut vraiment dire non, nous ne voulons pas de ces amendements. Donc, il faudrait que les États écrivent un courrier à l'OMS en disant ben non, nous on n'est pas d'accord avec ces amendements, donc nous les rejetons, nous ne les appliquerons pas. S'opposer, dire non, dire stop. Alors exactement, mais ça s'est passé. Alors, il y a eu quand même quelques États, la Slovaquie, la Nouvelle-Zélande, je crois, et l'Iran, qui ont tout de suite dit non, nous on marche pas là-dedans, on veut pas, donc ils ont rejeté tout de suite les amendements. Mais ce n'est pas le cas de tous les autres États. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il y a d'autres États qui ont rejeté ces amendements. Et en fait, si on veut refuser ce règlement sanitaire international, c'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. Sinon, dans une année, ça sera un peu plus parce qu'on a 10 mois pour rejeter les amendements, c'est-à-dire qu'il y a un délai de 10 mois. La Suisse et la France, par exemple, ont un délai de 10 mois qui part depuis le mois de septembre et qui va s'arrêter donc au 19 juillet 2025. Il faudra avoir dit non. Si on n'a pas dit non, ça s'applique. Ensuite, ça deviendra applicable directement. Concrètement, qu'est-ce qui va changer en fait si ces amendements sont appliqués? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les je pense que je vais développer quelques articles parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. On va simplement peut-être dire ce qui est le plus important. Alors, dans l'article 1, il y a une modification importante. Cet article 1, il parle des produits de santé pertinents. Et il désigne tous les produits de santé nécessaires pour répondre aux urgences de santé publique d'intérêt international, ce qu'on appelle les PHEIC, PHEIC en anglais, y compris les urgences pandémiques, qui peuvent inclure les médicaments, les vaccins, les diagnostics, les dispositifs médicaux, les produits de contrôle des vecteurs. Quand on parle de vecteurs, attention, un vecteur, ça peut être simplement un moustique, un tic, ça peut être ça un vecteur, les équipements de protection individuelle, les produits de décontamination, les produits d'assistance, les antidotes, et ce qui a été rajouté en dernière minute, les thérapies cellulaires et génétiques, et encore d'autres technologies de santé. Alors bon, comme ça on se dit, ouais, bon, ça n'a pas l'air très, très, très méchant. Le problème, c'est que tous ces produits sont des produits qui viennent de la Big Pharma. Et en fait, c'est les seuls produits qui sont mis en avant par l'OMS. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'OMS, normalement, elle est censée s'occuper de la santé des gens, on est d'accord ? Donc, la santé des gens, est-ce qu'on leur dit de prendre des vitamines ? Je n'ai pas eu l'impression qu'on nous en parlait beaucoup. Est-ce qu'on vous dit de vous soigner avec des huiles essentielles ? Est-ce qu'on vous dit que simplement, quand vous avez un peu de fièvre, vous pouvez attendre et que ça va passer tout seul ? En général, non. On vous donne des antibiotiques. On vous donne en fait des médicaments qui sont tous fabriqués par la pharma. Donc c'est là où il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment la promotion de ces médicaments. On n'est pas en train de promouvoir la santé, on est en train de promouvoir le mécanisme, et on va le voir par la suite, le mécanisme financier qui va permettre à Big Pharma de s'en mettre plein les poches. Il faut dire, appeler un chat. Voilà. Donc, dans cet article-là, il y a déjà cette chose-là qui est préoccupante. C'est tout le listing de ces produits qui met de côté tout ce qui est naturel. Donc, toutes les thérapies alternatives qu'on connaît, l'homéopathie, par exemple, déjà, on voit déjà dans certains pays, elle est plus remboursée, voire elle est complètement éliminée. Prenez par exemple les huiles essentielles, l'huile essentielle de lavande, elle va être retirée du marché, on peut plus l'acheter facilement, c'est limité. Donc tous ces produits-là vont être dégagés pour mettre uniquement des produits pharmaceutiques chimiques. Voilà. Il y a encore un autre truc qui est très important dans cet article 1, c'est également la définition de l'urgence pandémique.
Parce que bon, faut qu'il y ait une pandémie pour qu'on puisse vendre des médicaments, etc., faire tout, avoir des diagnostics, etc. On est obligé d'avoir une pandémie. Hein, c'est quand même mondial, hein, l'histoire. Alors, le problème de cette urgence pandémique, c'est que les définitions c'est extrêmement vague. Une urgence pandémique désigne une urgence de santé publique de portée internationale causée par une maladie transmissible. Bon, jusque-là, bon. Qui est à haut risque. Ça veut dire quoi, un haut risque? C'est combien de morts, par exemple? Je sais pas. C'est combien de pays infestés? C'est combien de millions d'habitants? C'est quel type de symptômes? En fait, rien n'est précisé. Hein. Qui dépasse ou qui est à haut risque de dépasser la capacité des systèmes de santé à intervenir dans les États. Ben, c'est quoi cette capacité des hôpitaux? C'est pas clairement défini. Il n'y a aucun critère vraiment défini dans cette urgence pandémique. Et puis bon, on peut donc mettre tout et n'importe quoi, et notamment, il faut se méfier parce qu'on y arrive gentiment. Bien évidemment, on va mettre là-dedans également la santé des humains, la santé des animaux, parce que ça va aller ensemble. Et puis, on ne va pas s'arrêter là. On va mettre l'environnement, et puis l'urgence climatique, etc., etc., etc. On aura l'occasion de revenir après sur ce qui va suivre. Oui, ce qui peut arriver. Mais bon, c'est déjà pour situer un peu les choses. Donc bon, là, déjà, on commence à se dire, oui, c'est un peu... c'est trop vague. C'est trop vague. Peut-être pour redonner un petit peu à nos téléspectateurs un aperçu des impacts que ça peut avoir au niveau psychologique, on va se tourner vers Madame Giacomoni. Ces mesures renforcées, hein, déjà pendant la pandémie de Covid, on l'a vu avec l'effet des confinements, des mesures de contrôle qui ont été prises de manière assez forte. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet psychologique sur les populations de façon générale ? C'est évident que ça a énormément d'impact et éventuellement, ces impacts ne sont pas forcément visibles tout de suite. Hein, beaucoup de gens, tout de suite, on dit « Oh, c'est génial, je reste à la maison, je fais du télétravail, ça me repose, j'ai plus besoin d'aller au boulot. » Tous les gens qui avaient un peu des phobies sociales étaient plutôt contents de rester à la maison et de travailler depuis l'ordinateur. Ça, c'est les premières semaines. Et puis, en réalité, les effets pernicieux, j'allais dire pervers, vraiment, pernicieux, à bas bruit, se font ressentir toujours aujourd'hui, et j'allais dire de manière de plus en plus importante. Ce que ça fait, c'est que ça maintient le niveau de peur, ça maintient la peur à un niveau très très élevé. Ça maintient l'idée que tout est dangereux dehors et qu'il faut rester chez soi. Et je vois encore des patients, des gens dans la rue, on en voit tous, ou dans le bus, qui portent des masques, qui ne serrent plus la main. J'ai des patients à qui je serre la main, qui vite se désinfectent les mains. Ça a mis vraiment la peur de l'autre, la peur du contact, à un niveau très élevé. Or, quand on a peur, évidemment, le système immunitaire baisse. Le système immunitaire physique, mais aussi émotionnel, psychique, spirituel, baisse, et c'est la porte ouverte à tout. Notamment, on est plus facilement, on se laisse plus facilement manipuler, on est plus facilement, comme on est craintif, on va croire ce qu'on nous dit, surtout si on dit que ça va nous sauver. Donc, on est beaucoup plus manipulable, on se soumet et on se déprime. Et quand on est déprimé, évidemment, on est manipulable. Donc pour moi, c'est d'une toxicité perverse folle. Et puis, il y a des gens qui s'en remettent pas. C'est-à-dire, ils sont déprimés. Il y a une perte de sens. Ça sert à rien de vivre comme ça. Donc, j'ai beaucoup de gens qui ne savent plus donner un sens à leur vie et qui vont très mal. Donc, pour moi, c'est des conséquences qui sont majeures. Et pour rebondir sur ce que tu disais, rien qu'en parlant de cet article 1, il y a déjà beaucoup à dire. C'est incroyable. Tu parles de la définition de la pandémie. Alors déjà qu'elle avait été modifiée en 2020, mais alors là, elle est encore plus floue. Et le flou, la confusion, ça fait partie de la manipulation. On ne sait pas de quoi on parle. Avant, il y avait une définition claire. Une pandémie, ça se comptait en nombre de morts et il fallait que 2 continents soient atteints avec un nombre de morts suffisant. Tout ça, donc on parlait de continent, on parlait pas d'une épidémie, tout d'un coup une ville qui serait infectée par un agent pathogène. Ça arrive, il y a des épidémies de gastro, de grippe chaque année, voilà. Mais là, avec cette définition, effectivement, une grippe ou une gastro peut devenir l'occasion d'une pandémie.
Alors là, de nouveau, ça fait très peur, parce que pandémie, mon Dieu, tout le monde va mourir. Hein, c'est toujours l'idée que ce soit catastrophique. Et puis, tu disais aussi dire non. J'aimerais relever ça, parce que ça, c'est très important, surtout quand on en est victime tous dans notre vie quotidienne. Je donne un exemple. Avant, quand on devait payer quelque chose, on recevait une facture et puis on payait la facture. Puis petit à petit, on nous a dit « Oh, on va simplifier ça, vous allez voir, on va directement prélever sur votre compte. Alors, si vous êtes d'accord, vous renvoyez votre IBAN là et puis on prélève sur votre compte. » On dit « Oui, je suis d'accord, on remplit. » Mais maintenant, on vous avise qu'on va le faire. Alors, c'est peut-être pas pour un prélèvement bancaire, mais on vous avise qu'on va le faire et vous devez remplir le papier si vous n'êtes pas d'accord. Hein, par exemple, on vous change le compteur d'électricité, on a le droit de refuser, mais ça on ne le dit pas d'ailleurs, mais il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Or, dire non, c'est très très énergivore, j'allais dire ça coûte énormément d'énergie, c'est extrêmement difficile de dire non, et donc la plupart des gens ne vont pas remplir le papier pour dire non. Techniquement, c'est pareil, je remplis le papier oui ou je remplis le papier non. Mais ça me coûte tellement d'énergie de devoir m'opposer que je le fais pas. Et là, c'est pareil. Ce sont des êtres humains hein, qui sont des délégués ou des technocrates, enfin des fonctionnaires. On va pas remplir, on va pas écrire un courrier pour dire qu'on s'oppose. Donc, on part du principe qu'on est d'accord. Mais ça, c'est très pervers de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne laisse même pas le temps à la personne de réfléchir. C'est « t'es d'accord ». Et tu as dit tout à l'heure aussi qui ne dit mot consent, c'est tout à fait ça. Et ça aussi, c'est pervers. Non, si je ne dis rien, c'est peut-être que j'ai pas réfléchi, que je manque d'informations, que j'ai besoin de temps. Mais on part du principe que puisque t'as rien dit, t'es d'accord. Et c'est cette perversion, moi, qui me choque terriblement. Merci en tout cas pour ces apports très importants. J'aimerais qu'on passe maintenant au règlement sanitaire qui a été adopté récemment sans passer par un vote officiel et alors que seulement un tiers des États membres étaient présents. Beaucoup de personnes commencent à s'inquiéter face à cette prise de pouvoir, que l'OMS tente de créer un cadre proche d'un gouvernement mondial. Ce sont des termes forts qu'on entend parfois passer sur Internet, que l'OMS notamment s'arroge des pouvoirs étendus sur la santé publique et également dans d'autres domaines. On en parlera un peu plus tard. Cette vision est parfois jugée un peu excessive. Est-ce qu'elle est fondée sur des faits? Peut-être on va commencer avec vous, Madame Caillé. Alors, le seul fait qu'on peut relever, c'est qu'effectivement, dans le règlement sanitaire international et dans d'autres, il y a encore d'autres accords, il y a des notions qui nous font penser on peut se dire, tiens, l'OMS prend vraiment la main sur le dessus et veut devenir un gouvernement mondial. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OMS ne veut rien du tout. Ça va peut-être surprendre beaucoup de gens parce que les gens sont persuadés que c'est l'OMS qui a la main sur la santé et qui veut contraindre les peuples à. C'est tout à fait faux. Il y a bien une perte de souveraineté des États, mais c'est pas l'OMS qui prend la souveraineté des États, c'est les États qui sont d'accord de la donner. C'est pas exactement pareil. C'est là qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la différence. Donc dire que c'est un gouvernement mondial, que l'OMS est une forme de gouvernement mondial, non. Ce sont les États qui sont d'accord avec ça. Et puis il faut en plus pas oublier une chose, qui peut contraindre les populations? C'est pas l'OMS. L'OMS, elle veut rien. Elle vous contraint jamais ni à vous vacciner, ni à vous faire diagnostiquer. Rien. L'OMS met un cadre, c'est tout. Alors évidemment que le cadre, il est largement influencé par ceux qui financent l'OMS. Ça, on pourrait encore en parler longtemps aussi, qui sont des privés, qui sont des gens qui font partie de Big Pharma. Donc on peut comprendre pour quelles raisons ils financent l'OMS, pour avoir directement de l'influence sur cette entité internationale. Mais ça n'est en aucun cas l'OMS qui peut être un gouvernement mondial. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont les États qui sont d'accord avec ce cadre. C'est pas du tout pareil. Alors, vous allez me dire, ouais, mais au final, les pays perdent leur souveraineté. Oui, parce qu'ils sont d'accord de la perdre. Et ils la perdent au profit de qui? Attention. Et ça fait longtemps qu'on l'a perdue. Au profit de Big Pharma. Alors, je m'excuse de revenir là-dessus, mais si on n'a pas compris que l'Organisation mondiale de la santé, c'est uniquement une affaire financière qui ne fait que mettre de l'argent dans la caisse de Big Pharma, il faut revoir sa copie. Il y a du travail. Et c'est ça qu'il faut comprendre d'abord. L'OMS, elle n'est pas là pour votre santé. Elle est là uniquement pour faire des profits pour Big Pharma. Et vous, Madame Giacomoni, sur cette crainte d'un prétendu gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment le reflet d'une amplification anxiogène alimentée par les crises, les réseaux sociaux, ou est-ce que ce sont des préoccupations légitimes selon vous? J'ai presque envie de vous dire les deux.
Je pense que c'est une préoccupation légitime parce qu'il y a quand même des éléments objectifs. Il y a un agenda 2030 qui est l'agenda de l'ONU, qui est la maison mère de l'OMS, hein, pas que de l'OMS d'ailleurs, mais qui clairement veut mettre en place un gouvernement mondial. C'est dans leurs objectifs, il faut aller voir sur leur site, c'est très clair. Hein. Et il y a un gouvernement mondial, une monnaie numérique, une banque centrale, etc., une armée mondiale. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, une interdiction des drogues naturelles non synthétiques et de la médecine naturopathe. Donc, c'est quand même clairement indiqué. Maintenant, en effet, l'OMS en tant que telle n'est qu'une courroie de transmission. J'avais trouvé cette infographie sur le site de la Confédération qui est tout à fait claire, que vous pourrez mettre. Hein, voilà, la contribution à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et l'objectif numéro 3, c'est la bonne santé, le bien-être en Suisse, en proposant des conseils, etc., etc. Donc, la Suisse participe en effet, de sa propre volonté, à ce gouvernement mondial. D'ailleurs, on voit ce logo absolument partout maintenant. Hein, voilà. Donc oui, il y a une volonté d'un gouvernement mondial. Maintenant, est-ce qu'on doit en avoir peur? Je pense qu'à partir du moment où ça n'est pas tout à fait clair et transparent, oui, on a raison de se méfier, en tout cas de se poser des questions. Hein, j'estime que la prudence, c'est quand même la prudence est mère de sûreté. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Au moins de se poser des questions. Et puis, est-ce que les peuples ont donné leur accord pour un gouvernement mondial? Est-ce qu'on a été interrogé sur le sujet? Est-ce que c'est un débat de société? Est-ce que nous voulons ça? Hein, on voit bien déjà, alors je viens sur des choses très concrètes, hein, quand on voyage, on voit Zara partout, ou Sephora, ou est-ce que finalement ça nous plaît, ou McDonald's, tout ce qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, j'aimerais juste qu'on pose la question et qu'on nous laisse le choix. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup pour cet apport, c'est important. On va peut-être juste revenir encore sur le traité sur les pandémies qui a été bloqué par plusieurs pays, notamment de nombreux pays du Sud récemment. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots, Madame Caillé? On en est où dans ce traité pandémie exactement? Alors, ce traité pandémie, il vient d'avoir maintenant, le mois de novembre, ça vient de terminer la semaine dernière, il y a eu une réunion du groupe de travail qui s'occupe de négocier ce traité pandémie. Parce que vous savez que justement, il a été bloqué au mois de mai, on n'a pas voté là-dessus, on a voté que sur le règlement sanitaire. Et puis ça revient. Il y a eu une pression énorme des États-Unis, enfin, du gouvernement Biden, pour accélérer le vote de ce traité pandémie avant la fin avant le mandat de Monsieur Trump au mois de janvier. Bon, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup de divergences pour des points très précis. Quand vous avez parlé des pays du Sud qui ont refusé le traité pandémie, qui s'y sont opposés, alors c'est vrai. Et puis, je l'ai moi-même dit, c'est pour une question de souveraineté. Alors oui, c'est aussi pour une question de souveraineté, mais c'est pas vraiment le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est de nouveau l'argent. Alors, je vous explique ça très rapidement. Alors, c'est la problématique des PABS. Alors, qu'est-ce que c'est que les PABS? C'est les Pathogen Access and Benefit Sharing System. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce truc avec des agents pathogènes et puis du partage de bénéfices? C'est exactement ça. Vous avez le problème, je vais vous donner un exemple tout simple, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Quand il y a eu Omicron, vous vous souvenez Omicron, quand il y a eu la crise Covid, Omicron, qui a découvert le pathogène Omicron? C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pays du Sud, hein, qui veut pas du traité pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert. Ensuite, vous avez eu la Big Pharma qui est arrivée. Alors, je sais pas si c'est Pfizer, Moderna ou un autre, mais ça on s'en fiche, c'est pas très grave. Qui a dit, tiens, nous, on va pouvoir améliorer notre vaccin, puisque maintenant on a le nouveau pathogène, donc on améliore notre vaccin. Donc, ils ont pris ce pathogène. Merci beaucoup, l'Afrique du Sud. Ils font un nouveau vaccin. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent ce vaccin. Et puis, on fait du bénéfice avec ce vaccin. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pays du Sud qui trouvent ces pathogènes, parce qu'en général, les pathogènes, ils sont au sud et pas au nord, ils veulent leur part du bénéfice. Donc, le problème, il est là, c'est que comment on va se partager le gâteau? Alors, dans le règlement sanitaire international, il y a maintenant ce mécanisme financier pour drainer vos taxes, les taxes des pays, donc les impôts que nous payons, également les dons qui sont faits par les organisations de nos pays, pour drainer tout ce flux d'argent vers notamment les pays du Sud, pour, dans les pays du Sud, mettre en place des
des manufactures de pharma, parce qu'il n'y en a pas dans le sud, justement, pour les mettre dans le sud, de manière à, de nouveau, qui va reprendre la main sur l'affaire, Big Pharma de nouveau. Donc on voit juste que c'est pour implanter, tout ceci est fait pour implanter la pharma partout, parce qu'il y a encore plein d'endroits dans le monde où c'est pas le cas. Et puis ça va permettre effectivement de se partager le gâteau de manière un peu plus équitable. Donc pourquoi les pays du Sud, pour l'instant, ne veulent pas se traiter pandémie? C'est parce qu'ils veulent leur part du gâteau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense que c'était peut-être important de le noter. Donc, ce traité pandémie, pour simplement en revenir dessus, il a été saucissonné en 3 parties. Parce qu'on s'est bien rendu compte que le faire passer comme ça allait être un peu indigeste. Donc, il a été saucissonné en 3 parties. On a enlevé la notion de One Health, parce que ça faisait quand même, ça énervait pas mal les populations, parce qu'on sent que, en appliquant ce principe One Health, c'est-à-dire cette même santé pour tout le monde, on se rend bien compte que ça peut déboucher sur des mesures qui sont liberticides. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise Covid, les pays se sont pas gênés d'appliquer des mesures qui sont inacceptables. Donc, ça fait un peu peur. Donc ça, on l'a sorti, on l'a mis de côté pour l'instant, et puis on a gardé un truc un peu plus léger sur la finance, parce que ce soit le règlement sanitaire international ou que ce soit le traité pandémique, entendons-nous bien, c'est la même chose. C'est de nouveau un mécanisme, mais c'est eux-mêmes le disent, c'est un mécanisme financier, c'est marqué, vous l'avez dans le règlement sanitaire international, vous avez le terme mécanisme financier pour rediriger les flux d'argent. Donc on met une plateforme en place, qui est l'OMS, que ce soit par le règlement sanitaire international ou par le traité pandémie, c'est une plateforme qui permet de voir que tout se passe bien et que l'argent est bien redirigé vers les personnes qui vont faire du bénéfice sur la santé des gens. Voilà. Madame Giacomoni, cette façon de procéder que mentionne Madame Caillé, cette façon de saucissonner, comme elle le dit, le traité pandémie pour faire avancer un agenda petit à petit, on a un peu l'impression ça nous évoque cette métaphore de la grenouille qu'on brûle petit à petit dans un chaudron. Qu'est-ce que vous voyez comme mécanisme à l'œuvre? C'est tout à fait ça. Il faut dire un peu toujours la même chose. Effectivement, ça me paraît très pervers. C'est une manière, en fait, de perdre les gens. Parce que certains vont être attentifs à une partie, à une autre, et puis finalement personne n'a une vue d'ensemble, ou trop peu de gens, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que tu as beaucoup travaillé pour comprendre tout ça, ça t'a pris des heures de travail et de recherche, parce que ça n'est pas simple, tout ça est très opaque. Donc même quand on va sur le site, par exemple, de l'OMS, on ne trouve pas la moitié des informations. On nous dit toujours qu'une partie, puis c'est sur un autre site qu'on trouve autre chose, etc. Il faut faire beaucoup de recherches, c'est fastidieux et surtout très opaque. Et je me dis, mais si on n'a rien à cacher et que tout est magnifique, que ce qu'on veut, c'est finalement que la santé globale de la population mondiale, globale, s'améliore, il n'y a pas de raison de cacher quoi que ce soit. Donc si on me cache, moi je vais commencer à me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on me cache ? Et tu disais, l'argent c'est le nerf de la guerre, bien entendu. Alors, il faut pas être naïf, je crois qu'on est souvent trop naïf à chercher des explications complexes là où les choses sont simples. Il faut suivre l'argent, comme dans toutes les guerres. Je rappelle que j'ai du mal à l'appeler président, mais enfin il paraît qu'il est président français et a dit 6 fois nous sommes en guerre, donc il faut croire qu'il a raison. Il a oublié la moitié de la phrase lui aussi, mais j'aimerais juste montrer cette infographie qui est pas de moi mais qu'on trouve là aussi sur internet et qui est très intéressante. Où on voit très bien la fondation Bill et Melinda Gates, qui est dans tous les bons coups. Elle finance le World Economic Forum, mais elle finance aussi Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novartis, Merck, Syngenta. Où est-ce qu'on trouve cette infographie ? Alors, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est les partenaires du WEF. Franchement, c'est tout à fait officiel. On voit aussi que le World Economic Forum est financé par Bayer, etc. Et par l'Open Society de George Soros. Donc, c'est comme une machine à laver d'argent. On voit que tout ça circule, ça tourne en rond. En général, la main qui paye, c'est celle qui dirige. Enfin, je crois que j'ai compris ça dans la vie. Celui qui paye dit ce qu'il veut. Alors, voilà. Moi, ce qui est sûr, c'est que je parle en toute, j'ai pas de conflit d'intérêt avec la fondation Bill et Melinda Gates. Ils me payent rien du tout. Ce qui fait que je peux en parler. Au fond, c'est la seule chose qu'il faudrait demander à un médecin qui s'exprime, c'est est-ce qu'il est payé par la fondation Bill et Melinda Gates ou pas.
Hein, c'est parce que là, il y a plus d'indépendance à partir du moment où ça finance tout. Est-ce que vous avez l'espoir que les choses changent petit à petit? Là, on a eu l'élection récente du président Trump, 47e président des États-Unis. On sait que lui, il a l'intention de retirer certains fonds qui sont alloués à l'OMS. Est-ce que, Madame Cayet, vous voyez des espoirs de ce côté-là? Alors, déjà en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou en juin 2020, il avait déjà averti l'OMS qu'il voulait retirer les fonds américains de l'OMS. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que ça prend ensuite une année, puis bon, ensuite on a eu le président Biden qui a immédiatement retiré cette demande. Oui, donc on peut tout à fait se poser la question, est-ce qu'il va réitérer? En tout cas, il l'a dit. Donc, si les États-Unis enlèvent leur contribution, alors certes, c'est pas si grand que ça la contribution des États-Unis parce que l'OMS elle n'est pas financée par les États, c'est 20%. Le financement par les États, qui sont aussi, on veut, des cotisations. Le 80%, c'est des privés. Et notamment, comme le disait Madame Giacomini, la fondation, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont les plus grands contributeurs à l'OMS. Bon. Donc, c'est pas tellement ça. Moi, je pense que c'est le message que ça envoie. Une puissance telle que les États-Unis, même si on dit que c'est plus une puissance, etc., on est en train de dire qu'il y a le déclin de l'Empire américain. Je veux bien entendre tout ça. Toujours est-il que, à l'heure actuelle, c'est quand même encore une immense puissance et que ça a une influence sur le monde entier. Donc, si on dit que les États-Unis retirent leur contribution, je pense que ça envoie quand même un signal. Puis il y a autre chose, c'est que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans le gouvernement américain, Robert Kennedy Jr. serait à la santé. Et lui, il a fait il a annoncé un certain nombre de choses. Il veut vraiment faire le ménage dans Big Pharma. Donc, s'il veut faire le ménage dans Big Pharma, il va commencer par les États-Unis. Dieu sait, il y a beaucoup à faire. Ça va certainement mettre un coup d'arrêt à au plan qui est prévu par l'OMS. Donc oui, je pense qu'on peut avoir un espoir que ça change grâce à l'élection de Donald Trump. Maintenant, est-ce qu'il va retirer les contributions? Et est-ce que Robert Kennedy va vraiment appliquer le programme dont il a parlé? Je pense que si les États-Unis retirent leurs contributions, ça va être un coup de semonce, ça va être un signal fort et ça va permettre au moins que le débat soit dans le domaine public. Les gens vont se poser la question. Alors beaucoup de gens sont terriblement éprouvés par l'élection de Donald Trump en se demandant comment quelqu'un qui a fait autant d'horreurs peut être réélu. J'allais dire, c'est tous les gens qui regardent beaucoup la télévision et un peu moins les faits. Dans les faits, s'il veut retirer sa contribution, c'est peut-être parce qu'il a compris qu'effectivement, il y a que 20% des financements des États et qu'il n'y a aucune raison, finalement, de financer quelque chose de privé. C'est 80% dans les privés et il y a une très belle infographie qui vient du site Réinfo Santé Suisse International qui montre ça. L'OMS est financée à 80% par des privés et ces privés, c'est pratiquement toujours Gavi et la fondation Bill et Melinda Gates qui investissent dans tous les pharmas. Donc en fait, c'est toujours eux qui sont derrière par le biais de différentes choses. Et au fond, voilà, soit c'est un organisme privé, soit c'est un organisme d'État, mais ça peut pas être. Ça me paraît sur un sujet aussi important, pas les deux. Pour moi, ça serait une bonne nouvelle parce que ça permettrait au moins d'ouvrir le débat et qu'on se pose de nouveau des questions et qu'on se laisse pas faire. Parce que il y a quelque chose d'assez désespérant, comme on disait tout à l'heure, par rapport à ces confinements et à tout ce qu'on vit. Mais on oublie juste une chose, c'est qu'au fond, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. C'est nous le nombre, c'est nous le peuple. Et que si on dit non, on dit non. Et c'est un pouvoir énorme que celui de dire non. C'est un pouvoir énorme que celui de dire on n'est pas d'accord. Mais il faut juste reprendre un tout petit peu de courage, pas se laisser déprimer et s'informer. C'est vrai que ça t'a demandé beaucoup de travail, mais voilà, il y a des gens comme toi qui font le travail et qui disent ensuite les choses clairement. Ça permet d'ouvrir le champ du questionnement et du débat et de savoir se positionner. Mais en effet, on peut dire non et ça, c'est très important.
En tout cas, selon certains experts, dire non dans ce contexte, ça peut être vraiment un acte salutaire parce que l'OMS ne se contente pas de la santé publique, elle s'implique également dans des domaines comme l'éducation sexuelle, le climat. Ça pose vraiment des questions. Est-ce que ça risque pas de violer les droits des parents ou d'aller à l'encontre des valeurs culturelles et légales de certains pays dans le cadre de l'éducation sexuelle? Est-ce qu'on aura encore, en tant que gouvernement, est-ce que les gouvernements auront encore leur mot à dire dans les questions en lien avec le climat? Je vous laisse un peu réagir sur ces thématiques également, Madame Caillé peut-être. Alors moi je vais peut-être un peu plus réagir sur la politique climatique et puis je laisserai Madame Giacomoni parler de la problématique de l'éducation sexuelle. Elle pourra mieux vous renseigner que moi. Alors sur la problématique climatique, c'est vrai qu'il y a une vraie politique et on le voit typiquement alors à Genève et à Lausanne, c'est vraiment flagrant. Et il y a en tout cas, de la part des gouvernements, on sent un désir, ça va même plus loin que ça, on veut vraiment faire taire les voix dissidentes, les gens qui ne pensent pas de la même manière que la pensée unique. En fait, on est dans une urgence climatique et qu'on va tous mourir en quelque sorte. Ces gens-là sont systématiquement bannis, on peut dire bannis. Alors, je vais vous donner un tout petit exemple. La semaine prochaine aura lieu à Nyon un colloque absolument unique en Suisse sur justement la question, pas que la question climatique, énergie, environnement et climat, mise en lumière dépolitisée. Alors j'ai même un petit flyer là, je profite de montrer ce petit flyer que je vous remets. Et vous verrez que les intervenants sont tous des intervenants de qualité, qui sont des professeurs de haut niveau, alors que ce soit en Suisse ou que ce soit à l'étranger. Ces gens-là, on a reçu des pressions de la part, alors pas de la commune qui peut pas vraiment s'opposer, parce qu'en fait il n'y a aucune raison de s'opposer, puisqu'on ne peut quand même pas complètement museler la liberté d'expression, mais il y a quand même des groupes, notamment à la commune de Nyon, qui ont demandé à ce que ce colloque soit annulé, en nous traitant d'imposteurs sans légitimité. Quand on voit le nom des personnes qui se présentent, je pense que c'est difficile de parler d'imposteurs. Également, on nous a collé l'étiquette de climato-négationniste, ça s'est pas arrêté à sceptique, mais négationniste. Je rappelle que le terme négationnisme, c'est uniquement pour la Shoah, donc c'est choquant et c'est à la limite de l'insulte, une chose pareille. Donc on essaye de museler par tous les moyens. Mais ça s'inscrit, vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. Si, ça s'inscrit parce que même dans le programme qui est prévu dans le règlement sanitaire international de lutte contre la désinformation. Mais la désinformation, c'est quoi la désinformation? Est-ce que l'information, c'est uniquement la pensée unique? Est-ce que c'est uniquement ce que les gouvernements, la politique des gouvernements, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ça. Ils détiennent la vérité, tout ce qui est en dehors de cette pensée unique est banni. Alors la liberté d'expression, on en prend un sacré coup. Voilà, donc ça c'est une chose que je voulais rappeler, qui se trouve dans les textes de l'OMS. Et cette année, ça avait été Madame von der Leyen avait parlé de désinformation au WEF au mois de janvier à Davos. Et elle avait précisé qu'il fallait vraiment lutter contre la désinformation. Mais désinformation, c'est quoi? C'est le fait de fermer le débat? La désinformation, c'est très important. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un titre dans le 20 minutes, il y a un mois à peu près de ça. La SSR a gagné 2 points. La propagande du Conseil fédéral est légale. Donc, je trouve ce titre absolument hallucinant. Ça veut dire que le Conseil fédéral fait de la propagande. Moi, je croyais que la propagande, c'était qu'en temps de guerre, mais ça, c'est quand j'étais naïve encore. Et puis ensuite, elle est légale. Ça veut dire qu'il y aurait une propagande illégale et que la SSR la diffuse. Moi, je comptais sur la radio-télévision suisse pour faire de l'information, pas de la diffusion de propagande. Donc, rien que ce titre ouvre un débat considérable. Et je dirais que c'est ça notre souci actuellement. C'est qu'il n'y a que de la propagande, c'est-à-dire une pensée unique qui vise à orienter la décision du peuple dans une seule direction. Or, effectivement, notre Constitution protège les droits fondamentaux et notamment le droit à une information. Et le droit à des débats, le droit à une liberté d'expression, donc à des débats contradictoires. Et effectivement, débats contradictoires, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Donc merci à vous, à des chaînes comme la vôtre, etc., de donner une voix aux gens qui n'en ont pas, qui n'en ont plus. C'est incroyable. Et pour revenir à l'OMS, et effectivement, il n'y a pas que le règlement sanitaire international. Hein. Tu parlais de la sexualité des enfants.
C'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer maintenant. Si on veut en savoir plus, alors moi je suis pas une spécialiste de la question, mais il y a Marion Sigaud qui est historienne et Ariane Biran qui est psychologue, qui en parle énormément, entre autres, parce qu'il y en a d'autres aussi qui en parlent, qui se lèvent, beaucoup de psychologues se lèvent contre ça. Il y a là aussi un dévoiement, un glissement progressif et une perversion absolue de nous faire croire que l'enfant aurait une sexualité. Alors, je sais que j'ai tous mes confrères qui vont être vent debout parce que oui, l'enfant a une sexualité. Alors, je suis désolée avec mes confrères, mais non, je ne suis pas d'accord. L'enfant, c'est un enfant. La sexualité, c'est un mot pour adulte, donc il nous faut un autre mot. J'ai le droit de pas être d'accord avec mes confrères, après tout, c'est ma liberté d'expression à moi. Hein, mais voilà, on ne peut pas mettre des mots comme ça, sachant qu'on est dans une période extraordinairement perverse. Il faut être très clair. Je suis désolée, là, on touche le fond. Enfin, à force de le toucher, on va trouver du pétrole, mais c'est hallucinant. C'est scandaleux, j'ai pas de mots. Ça suffit. Et il faut que les parents se lèvent, il faut que les parents disent non. Je dis beaucoup, souvent, que le jour où on a compris que c'est en coopérant qu'on va y arriver, c'est pas en disant, bon, ben pour moi, ça va encore. Alors, je bouge pas. Nous sommes tous concernés par ce qui est en train de se passer. Tous. Et je pense qu'il faut qu'on dise non, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire, mais le faire ensemble. Merci beaucoup pour ces mots très inspirants. Peut-être juste avant qu'on conclue, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce que vous proposez pour assurer que les droits des citoyens, la souveraineté des nations soient respectés malgré le contexte actuel? On voit de plus en plus se resserrer l'étau autour de nous. Quelles seraient les solutions que vous pourriez apporter dans ce contexte? Alors, j'ai envie de dire aux gens, informez-vous. Oui, informez-vous. Et puis surtout, n'écoutez pas ce qui est dit à droite, à gauche. N'écoutez même pas ce que je vous ai dit. Allez vous renseigner, vous. Allez lire les textes. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu les textes. Alors, c'est un peu rébarbatif, je vous le cache pas. Mais allez lire les textes. Et faites-vous votre propre opinion. C'est par là qu'il faut commencer. Puis vous verrez, écoutez votre cœur, écoutez ce que ça vous dit. Et vous avez certainement raison. Vous êtes certainement dans le juste. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai envie de dire. Et puis, également, alors là, vraiment d'un point de vue pratique, pour les Suisses, mais pas seulement pour les Suisses, pour toutes les populations qui font partie des États membres de l'OMS, eh bien, prenez votre stylo, écrivez un courrier à vos élus locaux ou à votre gouvernement et demandez-lui de rejeter les amendements de ce règlement sanitaire. C'est à eux de le faire. Malheureusement, les peuples ne peuvent pas le faire directement, mais c'est votre représentant qui doit le faire. Donc ça peut être votre président, votre premier ministre, le Conseil fédéral pour les Suisses, le ministre de la Santé. Écrivez, bougez-vous, c'est important. Et puis, demandez à ce que ce règlement sanitaire soit rejeté. D'abord, il faudrait le rejeter même totalement, mais on ne peut pas le faire pour l'instant. Au moins les amendements. Voilà, donc c'est la petite chose pratique qui serait bien de faire. Ce qui me semble le plus important, c'est que nous reprenions notre souveraineté. Et on ne peut pas reprendre notre souveraineté, j'allais dire au niveau de la nation, si on ne reprend pas notre souveraineté individuelle. C'est par là qu'il faut commencer. C'est là qu'on a un pouvoir. C'est sur soi-même. C'est tourner le regard vers l'intérieur de soi et retrouver sa capacité de dire non. Donc oui, de s'informer, il faut un minimum travailler, c'est sûr. Retrouver un peu de courage aussi, de l'humilité, cesser de se faire abuser. Ça, c'est pas toujours facile, mais bon, il y a des professionnels qui peuvent aider. Hein, il y a des tas de thérapeutes, de psy de tout poil, etc., qui peuvent aider à ça. Il faut retrouver la capacité de sortir de l'abus que nous vivons au niveau, j'allais dire international, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Il faut sortir de l'abus, retrouver sa capacité de se positionner clairement. Et effectivement, n'écouter personne. Et je dirais comme toi, même pas moi. Chacun doit se faire son opinion. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation à revenir à soi, à apprendre à dire stop quand ça va trop loin. C'est un message important que vous nous faites passer aujourd'hui, mesdames, dans le contexte de cette prise de pouvoir grandissante de l'OMS. C'était très intéressant et j'espère avoir l'occasion de vous avoir à nouveau prochainement sur le plateau pour un débat aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Merci mesdames. Merci Laetitia.